Donc bonjour à tous, moi c'est Pierre Coll, donc je fais JavaScript depuis 2008 je crois. J'ai fait un peu de front, pas mal de back. Aujourd'hui je fais partie de ces gens qui veulent tout faire en JavaScript. Donc j'aime bien l'idée d'avoir un seul langage, de passer du back au front, d'avoir du code qui soit partagé entre les deux. Il y a quelques années j'ai fait une librairie de filtres Kalman qui existait pas vraiment, en tout cas pas de manière assez puissante, assez développée en JavaScript. Je vais vous expliquer ce que c'est, et je vais vous expliquer pourquoi ça a un intérêt de le faire en JavaScript, et je vais finir par vous parler un petit peu de manière plus générale de la computer vision en JavaScript, où on en est aujourd'hui, parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, et j'essaye de convaincre des gens, d'évangéliser sur ce sujet-là, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc le fil de Kalman, donc vous pouvez aller sur mon GitHub, Kalman Filter. Mais pour faire simple, historiquement, j'ai envie de vous ramener en 1969. Donc en 1969, il n'y a pas de JavaScript. Et moi, quand j'y pense, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus d'ordinateur. Mais en fait, il y a des ordinateurs en 1969, et il y a un ordinateur en particulier, qu'on appelle le Apollo Guidance System, qui est l'ordinateur dans Apollo. Et dans Apollo, pourquoi ils ont besoin d'un ordinateur et pourquoi ils n'ont pas besoin des systèmes de puces intégrées comme il y avait avant? Ils ont besoin d'un ordinateur pour mettre spécifiquement... Excusez-moi. Je peux essayer de le faire peut-être sans micro, si ça vous dérange. Pour mettre spécifiquement un algorithme qui est justement le filtre de Kalman. Car ce filtre de Kalman a permis, en réalité, a été une des innovations majeures qui nous a permis d'aller sur la Lune. Et qu'est-ce que fait ce filtre de Kalman? En fait, il écoute les différents capteurs d'un système, il les mélange et il rajoute avec ça les prédictions d'un modèle. Je vous donne un exemple plus simple. Imaginons qu'on a une voiture. Une voiture, au moment initial, elle est au point A. En réalité, elle n'est pas vraiment au point A, parce qu'on ne sait pas exactement où elle est, on n'a jamais de certitude à 100%. Donc on va la modéliser par une gaussienne, simplement. On va dire qu'elle est autour de A, c'est ça ce qu'on sait. Et on va se dire, bon, la voiture, normalement, elle avance. Normalement, elle est au point B. Mais au point B, on a encore plus d'incertitude. Non seulement on n'était pas certain de là où elle était au point A, mais en plus, sa vitesse, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise à 100%. Donc on imagine qu'elle est là en B. Quand on observe où est la voiture, par exemple avec des capteurs GPS, on a un point C. Mais ce point C, ce n'est pas non plus une réalité. On a 3 GPS qui se combinent pour nous dire que la voiture est censée être au point C, mais même ce point C, c'est une gaussienne. Il y a une erreur qui va dedans. Ce que fait le filtre Kalman, en utilisant des mathématiques compliquées dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, il mélange la prédiction et l'observation pour nous donner une position corrigée de la voiture. Ça, c'est une version très simple, mais en réalité, il le fait avec 4 capteurs. Quand il y a un capteur qui plante, il gère ça. Il gère des modèles beaucoup plus complexes que simplement une voiture qui avance. Il gère tout type de modèle. Il fait tout ça avec de l'algèbre linéaire. Et donc, la question, c'est comment on fait ça en JavaScript, puisque l'algèbre linéaire, c'est facile en MATLAB, c'est facile en Python. Mais l'idée, là, c'est de le faire en JS. Donc j'ai fait un petit observable HQ pour vous montrer un petit peu comment ça marche avec la librairie. Donc en pratique, donc là je suis dans un cadre de computer vision, donc la question c'est que j'ai ces images de motos là, j'ai un réseau de neurones qui me dit où est-ce qu'il détecte les motos, et j'essaye de comparer ça à un modèle qui va être un modèle d'accélération constante, où la moto, normalement, si vous vous souvenez de vos cours de physique, elle fait une parabole. Et donc ce qui se passe, c'est que là j'ai mis les observations, donc les boîtes en réalité des motos, et là pour l'exercice, pour faire simple, on va simplement travailler sur le centre des boîtes. Donc là je divise L plus W sur 2, T plus H sur 2, je prends le centre de chaque boîte, et là je fais un petit graphe pour voir, voilà les observations, je ne sais pas si vous voyez les petits points blancs ici, on peut les grossir très rapidement. Voilà. Donc voilà la donnée sur laquelle on part. Ouais, je vais zoomer un petit peu. Le problème, c'est que mon CSS n'est pas nickel. Et voilà, ça risque de se décaler. Voilà. C'est bon, vous voyez au fond? Voilà. Donc voilà ce sur quoi on part. Et donc là-dessus, la librairie, donc on la charge. Donc dans Observable HQ, on la charge depuis un CDN, voilà, tout simplement. Et ce qu'on va faire, on va prendre la librairie,
On va instancier un filtre Kalman, on va lui dire deux choses. On va lui dire, petit 1, la dynamique de mon système, c'est une constante acceleration. Je m'attends à avoir une accélération constante. Et mon observation, j'ai deux sensors, X et Y. J'ai deux dimensions dans mon observation. Et donc, dans la librairie, ça s'appelle un sensor simple, quoi. On a deux capteurs, X et Y, qui sont indépendantes. Ensuite, on va simplement faire tourner la librairie FilterAll, et on va obtenir les états du système à chaque instant. C'est-à-dire que si on prend state, il va nous dire non seulement pour chaque boîte, il va nous sortir 6 variables qui sont X, Y, Vx, Vy, accélération X, accélération Y. Puisque comme on est en constante accélération, en fait, on va créer un modèle qui va être un modèle à 6 dimensions. Position, vitesse, accélération. Je reviendrai après, je vous expliquerai ça après. Et qui nous permet d'avoir une modélisation de ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'au début, le filtre Kalman se perd un peu. Il nous donne une vitesse par la droite, et l'accélération n'est pas bonne. Au fur et à mesure qu'on va lui donner plus d'observations, on n'a fait aucune hypothèse de départ sur l'accélération, la vitesse. En fait, petit à petit, il va améliorer son modèle, il va modifier ses gaussiennes, il va corriger, et il va faire émerger en réalité ce qu'on attend, c'est-à-dire une accélération verticale ici. Donc on voit que simplement en 10 lignes de code, on a pu extraire d'un mouvement dynamique assez simple l'accélération du système, sa vitesse, voilà, sans rien faire. Donc, juste pour corriger ce petit truc qu'on voit là, on peut très facilement améliorer le filtre. Ici, je vous l'ai préparé ici, en disant qu'au début, au lieu de l'initialiser à 0,0, parce que c'est ce qu'il va faire par défaut, donc en haut à gauche, on va l'initialiser à la position qui va être la position du début. On va voir que ça se comporte un petit peu différemment, juste pour exercice. On voit qu'ici, au lieu de partir complètement n'importe comment au début, il a l'impression que c'est statique. Comme c'est statique, il ne trouve pas forcément sa vitesse, mais au fur et à mesure, il va quand même retrouver son accélération. Donc voilà, ça c'est un exemple très simple. J'ai pas envie de vous prendre la journée, donc je vais m'arrêter là pour les exemples de physique. Simplement pour dire qu'en pratique, j'ai été très heureux de voir que la librairie est utilisée pour plein d'usages différents. Elle est utilisée pour, par exemple, donc le filtre Kalman, ça peut permettre de smoother, de lisser, un peu comme une moyenne mobile, de lisser les observations en deux dimensions. Donc il y a des gens qui ont des données GPS, qui les affichent sur une carte. En bleu, c'est la donnée GPS telle qu'elle est. Et avec le filtre Kalman, ça leur permet de, en mélangeant le X et Y, en disant la vitesse doit être constante, ça leur permet, quand il y a un point qui n'est pas en vitesse constante, quand il y a un point de bruit, de faire confiance à la prédiction plutôt qu'à l'observation en fonction d'où sont les différents points. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est un peu ce qu'on a fait avant, c'est ce que j'appellerais la parameter extraction, c'est-à-dire que si vous avez par exemple les différents points d'une gaussienne, vous pouvez dire ah ça ressemble quand même à une gaussienne, ça vous extrait l'amplitude, la fréquence de la gaussienne au fur et à mesure du temps, de manière itérative, donc c'est quelque chose qui fonctionne en ligne, donc c'est quelque chose qui peut fonctionner en temps réel. Moi, la raison pour laquelle je l'ai faite au départ, c'est pour ce qu'on appelle le multiple object tracking. Donc on suit des. Mon métier, c'est de suivre les chevaux dans l'image pour Equidia, pour les courses hippiques, pour faire des visualisations. Donc on suit différents chevaux dans l'image et quand ils se croisent, on regarde ah tiens, mais lui il allait plus vite que lui. Donc on s'attend à le retrouver derrière après le croisement. Donc c'est des modèles dynamiques, c'est des modèles physiques qui nous permettent de faire ça. Et pour finir, il y a quelque chose pour lequel c'est très utile aussi, c'est quand on a des observations partielles, quand on a du bruit qui saute, si on a deux observations du même phénomène, on a du bruit qui saute, on peut dire à notre filtre Kalman, tiens ça saute, au lieu de lui mettre nul en entrée, on va lui mettre 0 mais avec une variance énorme. Si vous prenez les observations que tu as, le point C, on lui met une variance énorme et donc il va suivre le point qui est de... La question maintenant c'est pourquoi faire ça en JS. Je demanderais déjà pourquoi pas. Souvent on me dit parce que c'est pas assez rapide. Mais en réalité le filtre Kalman il tournait dans Apollo. Apollo c'est un ordinateur dans lequel il y avait 2 K de RAM. C'est 1/1000e de nos ordinateurs actuels. Alors je sais pas par rapport à Chrome, il y a sûrement des gens qui sont plus experts que moi ici, mais en fait la performance dans tous les cas que je vous ai présentés n'est pas un problème. Au-delà du fait qu'en réalité JavaScript c'est rapide, c'est même pas mon point. En fait l'algorithme en soi est hyper rapide, hyper efficient. Et c'est juste de l'algèbre linéaire, ça va extrêmement vite. C'est juste des additions et des multiplications. Il y en a certains qui me diront que ça ne sert à rien de le faire en JavaScript. Moi, je pense que... Bon, déjà, il y a plein de cas où ça sert, je vous ai montré juste avant, mais en plus,
Comme je vous disais avant, moi j'aime bien l'idée que la Artwood Law, je ne sais pas si vous connaissez l'idée que tout finira par être implémenté en JavaScript un jour ou l'autre, parce que ce langage-là, il a ce côté ubiquitaire, déjà il est facile à utiliser, en plus il tourne partout, c'est le langage, de mon point de vue, le plus portable du monde, et il y a un côté, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous en parlerai après, donc, mais en vrai ça c'est des raisons de pourquoi pas le faire, mais en fait pourquoi le faire exactement. Bon, déjà, première raison, c'est que le front-end, quand on fait tourner des algorithmes comme ça en front-end, c'est super pratique parce que c'est serverless. Mais c'est même pas serverless Amazon Lambda, c'est serverless, ça tourne sur le truc du client. Donc il y a zéro coût, il y a zéro système, le truc est en ligne, on gère la donnée dès qu'elle arrive, je sais pas vous, mais moi j'adore. Quand j'ai un système qui tourne directement dans le front, j'ai pas de serveur à déployer, je suis content. Deuxième raison, c'est, et je vois beaucoup de computer vision en JavaScript pour ça, c'est le côté interactif. Donc là, je vous ai montré l'observable HQ, mais en fait, le filtre de Kalman, il est quand même assez dur à appréhender. Il y a des variances, il y a des matrices, il y a des covariances. Quand on peut, comme ça, en un clic, faire bouger tel paramètre, tel autre paramètre, voir le résultat, comparer, cliquer sur les choses, etc., ça permet, en termes de compréhension avec les mains, ça permet quand même d'avoir quelque chose qui est extrêmement puissant. Et du point de vue éducationnel, je pense qu'avoir quelque chose qui tourne en front, du point de vue de l'interactivité, c'est génial. Et ça vous amène au troisième point, qui est le Reinforcement Learning by Human Feedback. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu parler de ce qu'a fait OpenAI, ça s'appelle ChatGPT, c'est un petit truc, je sais pas, il y a du monde qui en parle un petit peu. La grosse innovation de GPT 3.5 par rapport à GPT 3, elle n'est pas vraiment dans les modèles. Elle est dans la capacité qu'a eu OpenAI à mettre l'humain dans la boucle de création de l'IA, à faire du RLHF, Reinforcement Learning by Human Feedback, et à permettre aux gens de dire tiens, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse. Et dans le Multiple Object Tracking, dans d'autres systèmes que j'utilise, en fait, mon idée à terme, c'est de créer des interfaces qui permettent de se baser sur des IA qui fonctionnent, avec des Kalman filters qui fonctionnent en back, mais de permettre en front aux personnes rapidement d'être directement en contact avec ce qui se passe en back et de pouvoir très facilement interagir en fait directement avec l'algorithme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'idée principale, c'est qu'il faut rapprocher l'algorithmie de l'humain et permettre aux gens d'intervenir que le millionième de fois où il y a une hésitation, où on hésite, de tout de suite en temps réel pour dire tiens, là j'hésite, est-ce que c'est monsieur A ou monsieur B qu'on suit? Tiens, c'est monsieur B. Et donc, pour faire ça, c'est le projet pour lequel j'ai fait le filtre Kalman. Et dernier point, et je vais arriver après, c'est que ça rentre dans un mouvement plus large qui est faisons de la computer vision en JavaScript. Donc aujourd'hui, en JavaScript, qu'est-ce qui existe? Il existe quelques librairies d'algèbre linéaire, je ne sais pas si vous en utilisez certaines, donc il y a Sylvester, que j'ai utilisé un peu. En regardant avant le talk, j'ai vu qu'il y avait Math.js, Vectorius, qui sont des concurrents. Le projet le plus intéressant aujourd'hui pour moi, c'est TensorFlow.js. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler, mais TensorFlow a une version JavaScript qui permet de faire tourner sur le browser des réseaux de neurones assez simples qui tournent assez bien, avec connexion sur le GPU les nouvelles versions de Chrome, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui fonctionne avec le GPU. Et il y a une couche au-dessus qui s'appelle ML5, qui fonctionne au-dessus de TensorFlow et qui permet de faire aussi du machine learning directement en JavaScript. Je voulais parler d'OpenCV aussi, parce que je travaille en ce moment sur le binding Node.js pour OpenCV. Donc s'il y en a que ça intéresse, OpenCV a un binding Python, ils ont un binding Java. Il y a une version OpenCV.js qui fonctionne sur le browser, mais qui n'est pas un vrai binding qui couvre l'ensemble de la librairie. Donc si certains sont intéressés pour nous aider, je travaille avec un Israélien en ce moment pour essayer d'ici l'été de sortir un binding Node.js pour OpenCV. L'idée derrière, c'est de décloisonner la computer vision qui aujourd'hui est limitée à un usage Python et pour la ramener vers un usage plus full stack et faire la computer vision front-back to front avec les mêmes langages, avec les mêmes personnes, sans se poser la question de tiens, telle équipe fait ci, telle équipe fait ça. Voilà. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je serai ravi.